Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct pour votre rendez-vous santé sur Canal Algérie. Nous célébrons aujourd'hui la journée de la trisomie 21, qui coïncide d'ailleurs avec le premier jour du printemps. Une belle coïncidence, me diriez-vous, puisque les enfants atteints par ce trouble génétique apportent souvent beaucoup de couleurs à nos vies, grâce notamment à leur intelligence émotionnelle prononcée. La trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, est un état chromosomique congénital provoqué par la présence d'un chromosome supplémentaire à la 21 paire. Les personnes ayant ce syndrome présentent des signes cliniques distincts, un retard cognitif et des caractéristiques morphologiques et physiologiques particuliers. Toutefois, ces éléments sont variables d'une personne à une autre. L'incidence de natalité est d'environ 1 cas pour près de 800 naissances vivantes dans la population générale, c'est-à-dire c'est le chiffre dans le monde. Avec mes invités, on tentera ce soir de faire la lumière sur la vie des personnes atteintes de trisomie et de leur famille, comment les accompagner au mieux pour leur assurer un semblant d'autonomie, et surtout lorsqu'on sait que très peu d'infrastructures adaptées existent chez nous, quels sont les problèmes de santé auxquels ils sont exposés et comment évoluent ces enfants au fil des années. Voilà en gros le propos que nous vous proposons ce soir, et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir ce soir de recevoir Madame Nilda Ouziala. Vous êtes maman d'une jeune fille trisomique âgée de 18 ans. Je rappelle au passage que vous êtes la réalisatrice de l'émission, mais ce soir vous êtes notre témoin. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation, Sarah. Oui, vous êtes la maman de Camille que nous saluons au passage. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir Dr Choukri Souad Aziza. Vous êtes pédiatre, vous êtes spécialiste dans la prise en charge des troubles liés au neurodéveloppement. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également l'énorme plaisir ce soir de recevoir une deuxième maman d'un enfant trisomique, cette fois-ci un garçon, Salah, âgé de 16 ans, que nous saluons également au passage. Madame Fatiha Benrahmani, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle également que vous êtes auteur de 2 ouvrages sur la trisomie 21, notamment le livre L'enfant miracle ou Al-Tifl al-Mu'jiza, c'est ça, que nous pourrons voir à l'image tout à l'heure. Et j'ai également l'énorme plaisir de recevoir le professeur Kacha Farid. Vous n'êtes plus à présenter, un professeur, vous êtes psychiatre, professeur en psychiatrie, vous êtes également président de la Société algérienne de psychiatrie, vous êtes auteur de plusieurs livres. Bonsoir. Bonsoir. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie, à vous tous, de venir enrichir ce débat et de parler de cette thématique de laquelle nous ne parlons pas assez. Je vais commencer avec vous, Nilda. Je le disais à l'instant que vous étiez maman d'une jeune fille trisomique, aujourd'hui âgée de 18 ans, qui est certainement source de beaucoup de bonheur, mais j'imagine qu'au fil des années, ça n'a pas été toujours facile. À quoi ressemble en gros la vie d'un parent ou d'une maman d'un enfant trisomique? Il faudrait accepter son enfant et l'aimer. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. Moi, ma fille, comme je vous ai dit, l'annonce a été terrible. C'était sa pédiatre. J'ai accouché à 7 h du matin. À 9 h 30, la pédiatre, elle vient m'annoncer en me disant votre fille est mongolienne. J'ai broyé du noir et ça a été pour moi terrible. C'est grâce à mon mari qui m'a beaucoup soutenue, ma mère, la grande dame de ma vie que j'adore, et c'est grâce à elle que j'ai pu arriver là où je suis maintenant. Oui. Sans elle, je suis perdue, ma mère. Oui, on va revenir sur ces nombreux points que vous venez d'aborder, la présence de la famille, mais aussi l'annonce, qui est un point très important. Madame Brahmani, alors vous également, je le disais, vous êtes maman de Salah, que nous saluons encore une fois au passage parce qu'il nous regarde. Ça n'a pas toujours été facile pour vous, on va le voir d'ailleurs tout au long de cette émission. Néanmoins, vous, votre vécu, vous avez choisi de le mettre dans 2 ouvrages et en faire un guide pour les mamans qui se sentent souvent désemparées. Pourquoi? Parce que généralement, les mamans, les enfants trisomiques, ils sont difficiles d'apprentissage. Oui. C'est ça. Alors les mamans, ils ont des lenteurs dans la question, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Comment je fais? Alors la question d'absence d'information et l'absence de la prise en charge. Alors les livres, c'est des guides, prise en charge pour enfants trisomiques dès la naissance. C'est un livre pour les mamans. Ça, c'est la photo de votre enfant d'ailleurs qu'on voit sur le livre justement. Oui. C'est ça. Oui. Alors vous avez choisi finalement
L'espoir. L'espoir et puis de donner des informations aux mamans parce que vous-même, vous avez vécu cela, vous avez vécu les difficultés de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment éduquer cet enfant. Vous étiez un peu désemparée au tout début, c'est ça? Le but, c'est avoir un enfant indépendant. C'est avoir un enfant qui n'a pas de retard. Oui. C'est le plus important. Alors, pour toute maman, elle veut avoir un enfant qui est indépendant. C'est pour ça que le livre est là pour aider les mamans. Oui. Professeur Kacha, quel regard portons-nous aujourd'hui sur la trisomie? Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a une quarantaine d'années avec le premier patient que j'ai rencontré qui présente ce handicap. Je faisais une consultation tout venant à l'époque et l'infirmier me ramène un dossier avec le nom, le prénom, l'âge, machin, et il va à la salle d'attente ramener le patient. Et donc, quand il me présente le dossier, je lis. L'enfant n'avait pas 3 ans. Il venait de Schleff. Et bon, j'avais ses caractéristiques. Quand le papa rentre avec l'enfant, il l'avait dans les bras. Il s'assoit. Il met son enfant sur les genoux. L'enfant tourne la tête et je vois un enfant mongolien. Et je suis malheureux parce que je me disais, ce papa est venu de Schleff avec cet enfant dans les bras et peut-être dans les transports en commun. Et je ne peux rien pour lui. Il veut une consultation, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. J'étais malheureux et je me suis lancé dans des explications théoriques de ce que c'est que la trisomie. La trisomie 21, que je connaissais parce que je connaissais par cœur. Alors il m'a laissé religieusement, il a écouté ce que je disais. Moi, c'était l'inquiétude de ne pas pouvoir faire quelque chose pour lui. Quand j'ai terminé, il m'a dit قال لي أنا عندي قطعة تراب ندير البصل والثوم وعندي 9 دراري حتى واحد ما كمل قرايته أنا عندي طوموبيل سي موا كي كوميرسياليز هاد لي ترويك وهما يخدموا لي التراب قال لي قول لي برك إلا الولد هذايا يمشي ولا ما يمشيش إلا ينجم يحكم كاجو ويحطو فوق الطوموبيل قلت له يا با دو بروبليم هاوي عنده شويه روطار ويمشي ويرفد الكاجو ويحطه فوق قال لي بارك الله فيك وراح فرحان et je me suis vraiment là. Et aujourd'hui, professeur, si vous me permettez, oui, c'est une très belle histoire, effectivement. Mais aujourd'hui, peut-être que les ambitions des parents ont grandi. On souhaite peut-être un peu plus pour ses enfants, justement. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, alors, mais c'est pour expliquer qu'en fait, c'est les parents qui aggravent leur handicap ou qui l'assument et l'accompagnent. J'étais totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire, au lieu de poser la question... Non, vous étiez dans votre rôle de médecin, professeur. Non, j'étais à côté de la plaque. J'étais pas dans la réponse à la demande de ce papa. La demande, il était très bien dans sa peau. Mais est-ce qu'il représente la masse, ce papa, professeur? Ben justement, c'est ce qui m'a fait comprendre que chacun, je dois écouter chacun. Et chacun me présente les problèmes qu'il vit. Et non pas ce que moi je vis. Oui. Parce que moi, pour moi, un enfant doit aller au lycée, doit aller à l'université, etc. L'idée que je me fais de... Oui, docteur Choukri, justement. Alors, professeur Kacha nous a raconté cette belle histoire, mais au fil des années, j'imagine que les choses ont évolué. Néanmoins, beaucoup reste à faire dans ce domaine. Est-ce qu'on doit dire beaucoup reste à faire ou tout est à faire, finalement? Non, beaucoup reste à faire. On fait. Il y a des choses qu'on fait jusqu'à ce jour. OK. Donc, premièrement, c'est l'image de l'enfant idéal qui est brisée. À l'annonce du diagnostic, c'est cette image de l'enfant idéal qu'attendaient les parents qui se brise. Et il faudra justement arriver à ce que les parents s'attachent à cet enfant, qu'ils acceptent sa différence et qu'ils l'accompagnent ensuite durant un parcours qui va être lent, c'est toute sa vie. C'est des parents qui vont accompagner un enfant toute sa vie, que ce soit sur le plan somatique par rapport à ses spécificités et sur le plan neurodéveloppemental, psychologique et mental
et cognitif, donc, et social après, par rapport à l'inclusion sociale, l'inclusion scolaire et ensuite l'inclusion professionnelle. Donc sur ce parcours, il faudrait un parent qui soit équilibré psychologiquement, d'abord prêt à assumer cette tâche qui est différente par rapport au fait d'avoir un enfant typique, voilà, neurotypique. Neurotypique, oui. Voilà, neurotypique. Donc c'est une tâche différente. Donc le parent, ensuite, c'est les structures et les professionnels. Qu'est-ce que pourraient apporter les professionnels à cet enfant différent? C'est les structures et c'est les professionnels. Malheureusement, dans les deux domaines, il reste des choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, hein, parce que beaucoup de choses à faire. On va voir de toutes les manières les témoignages des parents. Hein. Il y a très peu d'associations, par exemple, ou de classes spécialisées aujourd'hui dans la capitale. C'est-à-dire, j'imagine que la situation en dehors de la capitale doit être beaucoup plus grave. C'est un point, en tout cas, qu'on développera. Alors, on a parlé un peu, je vous ai posé la question, vous ne m'avez pas répondu, hein, professeur Kachar. Je vous ai dit, quel regard aujourd'hui porte la société ou portons-nous sur la trisomie? Finalement, on l'accepte? Finalement, la société, elle n'est pas très sympathique avec les gens qui sont différents. Oui. Voilà, tout handicap, il est mal accepté par une société. Il faut réellement faire des efforts d'intelligence pour accepter ce qui est différent. Déjà, quand le type a un regard différent sur le monde, on l'accepte difficilement. S'il a une idée différente de la nôtre, on l'accepte difficilement. Mais s'il est totalement différent, alors, Daout el-Waldin, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que les parents ont fait quelque chose? Est-ce que... oui, dans l'idée de la population générale, c'est pas très... L'idée qu'ils ont de l'enfant, elle n'est pas très sympathique. Il faut réellement travailler l'intelligence des gens. Est-ce que vos enfants, je parle de vous deux, sont conscients de leur différence, justement, parce qu'on parle de la différence? Pour moi, ma fille, oui. Je lui ai dit que tu étais trisomique, mais pour elle, c'est un enfant extraordinaire, pas ordinaire. Elle est très sûre d'elle. Et je vous dis une chose, dès l'âge de 4 ans, après que ma mère s'est occupée parfaitement d'elle, grâce à une amie, Samia, qui m'a orientée vers l'association Alif, école Temani. Je vous dis, c'est une bouffée d'oxygène pour nous, les parents. Le fait, je remercie... On voit la photo de Camille, qui adore la mode, on va en parler tout à l'heure justement, et qui souhaiterait devenir mannequin. Oui, c'est son rêve. D'ailleurs, je remercie beaucoup Madame Hamada qui m'a beaucoup aidée. Je remercie l'ensemble du personnel, Zina, Rachida, Myriam. C'est une famille. L'école, c'est une famille. C'est sa deuxième famille. Ils l'ont beaucoup aidée à s'épanouir, à s'exprimer. Elle est sûre d'elle. Elle s'habille en matinée. Elle se maquille. Elle prend son cartable. Voilà. Et justement, là, elle chante aussi. Et elle chante, et c'est grâce à son école. Ils organisent des fêtes, ils sont là avec eux à les accompagner. Un véritable accompagnement. Voilà. Exactement, et c'est ils font du sport même. Oui. Donc je ne vois pas, moi pour ma fille, je ne vois pas cette différence. Sincèrement, je suis heureuse et je me dis, j'ai un enfant ordinaire et j'ai un autre extraordinaire. Et c'est grâce aussi à Mélissa, sa sœur, qui la soutient énormément. Oui, ça aussi c'est important, hein, la fratrie. Madame Fatiha, justement pour votre enfant aussi, alors on revient un peu sur le point, peut-être le tout début, hein, si on doit parler du tout début, c'est notamment l'annonce ou la découverte justement qu'on a un enfant différent. Oui. Comment vous avez vécu ce moment? Est-ce que vous avez accepté ce handicap? Ça s'est passé comment? Pour la trisomie 21, moi... Est-ce que vous saviez déjà ce que c'était? Moi je savais. Oui. Je savais déjà qu'est-ce que c'est la trisomie 21 et je connais des personnes déjà trisomiques. Alors moi alors moi j'avais des soucis de la naissance parce qu'ils n'ont pas ramené l'enfant. Alors il y a madame, c'est après. Alors on le voit aussi, c'est lui sur le livre. Après, c'est après. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne me ramènent pas normalement dès la naissance? On ramène l'enfant. Alors, dès que madame après, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent rien. Alors, après 2 heures, ils ramènent le petit
dans un berceau, tout là-bas. Madame... On l'a pas posé à côté de vous? Non, madame, dormez. C'est après. D'accord. Alors moi, j'ai dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on Pourquoi savait il est pas loin? finalement Pourquoi il n'est pas chez moi? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il va mourir? Alors moi, c'est nous vous étiez prise de panique, j'imagine. Oui, alors je me pose des questions. Après, j'ai demandé à une femme, s'il vous plaît, ramenez-moi le berceau. Alors, dès que j'ai vu un beau garçon, tout beau, tout blanc. Exactement, ils sont Oui, alors moi, dès que je l'ai vu, c'est bon, il n'a rien. Alhamdoulilah, c'est bon. Alors j'ai ramené, j'ai dit... La maman, la dame qu'elle m'a ramené le berceau, elle m'a dit, Madame, vous avez de la chance, votre enfant ne pleure pas. Là, non, il pleure pas. Oui. Ça, c'est pourquoi il pleure pas. Oui. Un nouveau-né qui pleure pas, c'est pas On doit normal. s'inquiéter. Exactement. C'est pas normal. Alors moi, j'ai pris le petit hadak, je l'ai pris, j'ai dit, bonjour, je suis ta mère, t'as pas à t'inquiéter. Comme ça. Alors la dame, C'est l'instinct maternel. alors, il a pleuré. C'est bon, il a pleuré. Mais moi, j'avais des soucis cette nuit-là, qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'il était loin. Calme aussi, il n'a pas pleuré toute la nuit peut-être. Il n'a pas pleuré. Alors, mais l'annonce, moi, c'était une semaine après. Et C'était lors d'un contrôle quand vous êtes revenu. Oui, mais c'était affreux. C'était affreux. C'était affreux. La seule différence, c'est que moi, j'avais des soucis. J'avais peut-être qu'il y a quelque chose. Vous doutiez, en fait. Oui, j'avais des doutes. Alors, le papa, il n'avait pas de doute. Alors, même le médecin, la façon qu'il a dit, qu'il a annoncé, c'était pas rassurant. C'était pas beau. Que la trisomie, c'est une chose belle. C'est pas un crime, c'est pas un rape, c'est pas un... Je sais pas. Oui. Alors... Professeur Kacha. Oui, le problème de l'annonce, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Comment annoncer les choses Alors on voit ici que même les professionnels ont du mal à le faire. Parce qu'on ne leur enseigne pas. Voilà. Parce qu'on leur enseigne les gens ne sont pas formés finalement. Voilà. Comment il faut dire les choses et il ne faut jamais donner l'information et laisser la personne comme ça. Jamais. Il faut donner l'information et donner les suites qui rassurent. C'est-à-dire, on est là, voilà ce qu'il faut faire, il faut donner toutes les informations. On ne donne pas dire le type, il est gravement malade et oui. Non, on dit il est gravement malade, mais on est là, on fait les examens, on fait les trucs, voilà. On rassure tout de suite après. Sinon, on ne donne pas l'information. Et puis, il faut le donner aux parents. Oui. Est-ce qu'on doit annoncer, docteur Choukri? Oui. Est-ce qu'on doit annoncer? Alors, on a vu deux cas différents. Hein. Pour Nilda, ça a été dès la naissance. Et pour Madame Fatiha, ça a été une semaine plus tard. Alors, finalement, à quel moment doit-on annoncer déjà? D'abord, qui doit annoncer et à quel moment? Est-ce qu'il faut attendre? C'est une question... Oui. Ça vous est déjà arrivé hein, d'attendre? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé d'attendre, de voir l'enfant ayant un faciès trisomique et ne pas dire à la maman d'emblée, parce qu'il y a des profils différents. Il y a une maman diffère de l'autre. Donc, d'abord à la clinique, à l'hôpital, on a la gynécologue, on a la sage-femme, on a la puéricultrice. Tout le monde doit être formé à savoir comment annoncer et quand annoncer. Une maman qui accouche à l'hôpital, le jour même de l'accouchement, je pense que c'est un peu trop tôt. On pourrait attendre au lendemain, sur lendemain, avec le mari, donc prendre les parents ensemble, dans un bureau calme, annoncer en présence d'une psychologue. Normalement, l'annonce doit être faite pas avec une psychologue. Le médecin est là. Et le psychologue est à côté. Parce que le médecin doit apporter l'information scientifique, ce que c'est que la trisomie. Donc, madame, monsieur, vous avez un enfant trisomique. La trisomie est un chromosome en plus sur la paire 21. C'est le fait que il y ait un faciès particulier que vous êtes en train de voir. Un petit crâne, un visage rond, une grosse langue, des oreilles mal ourlées, voilà, un cou qui est palmé, qui est court. Donc, c'est un faciès particulier.
Et il y a des spécificités somatiques, organiques. Il peut y avoir des morbidités, donc des problèmes cardiaques, des problèmes digestifs. Oui. On va y arriver. Si vous permettez, docteur Choukri, j'aimerais rester justement sur l'annonce. Vous avez dit justement quelles sont les raisons qui peuvent justifier de ne pas annoncer. Vous avez dit que vous-même, ça vous est déjà arrivé. Oui. Parce qu'on a peur d'induire un traumatisme. Parce que c'est un traumatisme pour une maman qui n'est pas prête. Vous ne pensez pas qu'un parent a le droit de... Une maman dépressive. Oui, parce qu'il faut choisir le moment. Il faut choisir le moment et la façon. Oui. Oui, Nilda? J'aurais aimé, on doit annoncer aux parents, on ne doit pas le cacher, mais on doit l'annoncer d'une certaine manière, avec douceur, avec bonté, ce que disait Dr. parce qu'on ne peut pas refuser un être aussi joli, aussi agréable, aussi bon. C'est un chromosome en plus de bonté, de naïveté. On ne peut pas rejeter son enfant. Mais j'imagine que si Dr. Choukri avait pris la décision peut-être de reporter l'annonce, c'est parce que elle a vu déjà des cas de déni et de parents qui rejettent carrément leur enfant. Carrément, qui rejettent carrément et dont la maman tombe dans la dépression. C'est une maman qui déprime juste après avoir pris connaissance du problème de son enfant, qui ne l'allait plus. Et c'est le papa, des fois c'est le papa, c'est le refus du père qui commence à nier cet enfant qui ne ressemble pas à l'enfant qu'il voulait. Oui. Donc c'est un tout, c'est un contexte psychologique qui fait qu'il faut apporter les choses doucement et d'une manière vraiment d'une manière qui fasse à ce que les parents connaissent que c'est vrai que c'est un enfant différent, mais d'une autre partie, d'un autre côté. C'est un enfant qui va apporter du bonheur, de la joie dans la famille, qui pourra apprendre. Les parents ont peur, donc ils projettent sur l'avenir. Ils projettent sur l'avenir. Est-ce qu'il va être scolarisé? Est-ce qu'il va travailler? Est-ce qu'il va se marier? Est-ce qu'il va travailler? Est-ce qu'il va se marier? Ils vont directement vers l'avenir très lointain. Et c'est justement, il faudra justement ouvrir une fenêtre sur cet avenir qui peut être joyeux. C'est pas le fait d'avoir un enfant trisomique qui fait que non, c'est un enfant sans avenir. Oui, professeur Kacha. Oui, vous savez, avoir un enfant ou deux enfants dans une famille qui a très peu d'enfants parce qu'elle a décidé d'avoir très peu d'enfants. Un enfant trisomique, ça a du sens. Une famille qui a 9 enfants, c'est le 8e. Ils ne s'en inquiètent pas autant. L'exemple que je vous ai donné, j'ai dit 9 enfants, ils n'ont pas été scolarisés totalement. Je ne m'inquiète pas de cet enfant. Mais imaginez un couple urbain qui a été à l'école, etc., qui a 1 ou 2 enfants, c'est important. Qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut gérer ça, etc. Voilà, c'est différent. On a peur de quoi au juste finalement quand on nous annonce que notre enfant est trisomique? On a peur parce qu'on ne connaît pas ou on a peur, comme disait Dr. Choukri? Déjà, il y a 2 choses sur l'annonce. L'annonce, moi personnellement, annonce, c'est un enfant trisomique. Ils m'ont dit qu'il ne va pas marcher, il ne va pas parler. Ils m'ont dit ça, carrément. Il ne va pas parler, il ne va pas marcher. Voilà, induite en erreur. Directement. Et Madame Choukri, elle a dit, c'est un enfant de bonheur. S'il t'annonce que tu as un nouveau-né de bonheur ou d'amour, tu ne vas pas être dépressif. Mais moi, personnellement, ils m'ont dit, il ne va pas parler, il ne va pas marcher. N'attends rien de lui. N'attends rien de lui. T'as qu'à lui... Ça ne vous a pas découragé pour autant, hein? Alors, fais-lui à manger, d'accord? Et attends, peut-être il va vivre 3 mois, plutôt 6 mois. Vous êtes jeune, vous pouvez avoir d'autres. Oui, j'insiste là-dessus. Ça ne vous a pas découragé pour autant, hein, même si on vous a tenu ce discours. Bien au contraire. Que tu as un nouveau-né de bonheur ou d'amour, tu ne vas pas être dépressif. Mais moi, personnellement, ils m'ont dit, il ne va pas parler, il ne va pas marcher. N'attends rien de lui. N'attends rien de lui. T'as qu'à lui... Ça ne vous a pas découragé pour autant, hein? Alors, fais-lui à manger, d'accord? Et attends, peut-être il va vivre 3 mois, plutôt 6 mois. Vous êtes jeune, vous pouvez avoir d'autres. Oui, j'insiste là-dessus. Ça ne vous a pas découragé pour autant, hein, même si on vous a tenu ce discours. Bien au contraire, hein, vous vous êtes formé vous-même. Aujourd'hui, vous écrivez des livres en faveur des autres mamans pour leur donner une sorte de guide, justement, pour l'éducation de leurs enfants. Et cette information, la façon de faire la chose comme ça fait un traumatisme familial.
On ne veut pas d'un enfant qui parle pas, qui marche pas, qui vit pas, c'est ça. C'est ça. Le papa, il n'avait même pas qu'est-ce que c'est, il savait même pas qu'est-ce que c'est une trisomie. Oui. Alors il avait le choc, il avait le traumatisme. C'est généralement les mamans, c'est généralement les mamans. Oui, oui, Nisa. D'ailleurs, moi, parlant de mon mari, il l'a prise dans ses bras immédiatement. Il m'a dit, c'est une très très belle fille, très joli bébé, oui. Très beau bébé. Et d'ailleurs, de là, il s'en est occupé. Il m'a beaucoup encouragée. Ça a été votre premier soutien, hein. Oui, oui. Avec ma petite fille de 3 ans, Mélissa, elle avait 3 ans, et elle était auprès de sa sœur. Il y avait ma mère, il y avait ma belle famille, c'est-à-dire le milieu familial favorise. Très important. Et là, on acquérit une certaine Parce que votre famille assurance. A accepté en fait l'enfant, c'est ça qui est très important. Oui, exactement. Oui. Certains ne montrent même pas leur enfant, n'est-ce pas, docteur? Exact. Oui. Donc ça dépend du profil de la famille qui doit être senti, étudié par un psychologue qui puisse avoir le discours qu'il faut pour la famille. Chaque couple, il faut un discours. Si on est devant le premier enfant d'un couple jeune, c'est différent. Instruit, un couple jeune instruit qui s'attendait à un enfant qui va être pilote ou médecin, ça va être vraiment un grand choc. Vous savez, moi, c'est la grande famille qui a fait que les... Oui, Fatiha. Alors, pour moi, après l'annonce, c'est la grande famille, c'est la belle famille, ma mère, mes parents, mes frères et sœurs qui font que les choses étaient positives. Parce que tous, ils étaient contents d'avoir un enfant trisomique à la maison. C'est pour ça que le soutien familial proche, c'est très important. C'est très important. C'est beau ce soir finalement d'avoir deux exemples où les familles ont accepté ce genre d'enfant, parce que malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Professeur, peut-être justement pour éclairer les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'une trisomie 21 finalement? Eh bien, c'est une difficulté que ça implique à terminer son développement intellectuel. Voilà. C'est pas une maladie en soi. Oui. Non, on peut dire c'est pas une maladie en soi. Voilà. On peut dire que c'est un handicap, puisque on termine pas son développement cognitif. C'est-à-dire on peut expliquer ça. C'est un syndrome qui englobe des signes somatiques, un déficit intellectuel et des particularités psychosensorielles. Donc, par rapport aux particularités somatiques, donc l'enfant trisomique, en plus du faciès... C'est-à-dire qu'il faut dire qu'ils sont fragiles, c'est ça? Ils sont fragiles. Il y a la dysmorphie crânio-faciale, elle est évidente, le pli palmaire et tout, la petite taille, les malformations cardiaques, donc des trous au niveau du cœur, une CIV, une CIA. Ça, c'est 40%, on parle de 40% à peu près. 40 à 50% de risque d'avoir une pathologie cardiaque. Les malformations digestives, les problèmes endocriniens tels que l'hypothyroïdie, le diabète ultérieurement, la maladie cœliaque, les pathologies immunologiques, les pathologies osseuses au fil du temps. Donc il y a un risque de scoliose, de déformation rachidienne. Il y a un risque aussi de problèmes neurologiques tels que l'épilepsie. Donc sur le plan ophtalmologique, donc il peut y avoir une cataracte congénitale qu'il faudra d'abord diagnostiquer à la naissance, ensuite guetter au fil des années, des problèmes de l'audition. Donc c'est des enfants qui doivent... des problèmes pulmonaires parfois. Donc la fragilité bronchopulmonaire consiste en des infections ORL et des bronchiolites récidivantes durant le jeune âge. Donc tout ça fait que c'est un enfant... Si vous permettez, puisqu'on est dans un contexte pandémique justement, est-ce que ça les a exposés davantage par exemple à la Covid ? Non, pas spécialement. Comme tous les autres enfants, ils n'ont pas été vraiment touchés. Donc il y a eu des infections. C'est une infection virale qui est passée sans grandes complications. Donc déjà, le problème cardiaque, les parents se focalisent au départ sur le problème cardiaque et risquent d'oublier toutes les complications. Si on doit parler de pourcentage, il y a combien d'enfants, par exemple, sur la totalité des trisomies que vous voyez, qui présentent des problèmes cardiaques? En général, c'est 50% d'enfants trisomiques ont. Donc les parents, au départ, se focalisent directement sur le problème cardiaque et risquent d'oublier ou de négliger les autres problèmes ou bien le développement cognitif de cet enfant. Donc ce qui est important, c'est que cet enfant soit suivi par une équipe pluridisciplinaire
dès le jeune âge. C'est important qu'à partir de 5 semaines, cet enfant doit être orienté chez un psychomotricien pour suivre et apporter l'éveil psychomoteur. Et d'un côté organique, le suivi doit être régulier, tous les mois la première année, ensuite tous les 3 mois la deuxième année et une fois tous les 6 mois chaque an jusqu'à l'âge adulte. Parce que les complications peuvent apparaître à n'importe quel âge. Oui. C'est-à-dire elles peuvent ne pas apparaître forcément dès la naissance. Oui. Professeur Cachin, est-ce qu'il existe des facteurs de risque à la trisomie 21 ? Ah oui, alors on n'en connaît pas tous les détails, mais on en connaît quelques-unes. Par exemple, la mère âgée ou l'âge de la maman, toujours. Hein. Oui. Et puis une génétique un peu particulière chez les parents. Est-ce que par exemple, excusez-moi, est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un enfant trisomique nous prédispose à en avoir un autre ? Non, absolument pas. Parce que c'est un accident. C'est un choix aussi. C'est un accident génétique. Oui. Nilda, vous vouliez parler ? Oui, concernant et chaque trisomique est un cas. Ils ne sont pas tous semblables. Chaque cas est unique. C'est des êtres. Le quotient intellectuel varie de 10 à jusqu'à 60, presque comme un individu normal. Pour moi, elle n'a pas été chez un orthophoniste. C'était grâce à ma mère. C'est elle qui l'a fait parler, qui lui parlait tout le temps. Et elle a parlé à quel âge ? À 3 ans, oui. 3 ans, 2 ans et demi, mais même quand elle parlait, elle s'exprimait mal, on faisait semblant de la comprendre, parce que l'enfant, il doit être sûr de lui, on doit lui offrir cette assurance. Oui. Moi, pour moi, c'est tout à fait comme un enfant normal, en réalité. Oui. Et moi, ce qui est bien en elle, ces crises d'opposition, quand elle dit non, c'est non, quand elle dit oui, c'est oui, elle a un certain charisme et c'est très important. Je vous dis, les enfants, moi, dès que je vois un enfant à l'extérieur avec sa maman, j'y vais vers lui. Parce que parfois, je me dis que la maman souffre intérieurement. J'y vais, je lui parle, je me présente, je lui dis que j'ai une fille trisomique et j'en suis fière. Et c'est ce qui... En fait, parce que vous êtes déjà passé par là. Ah ben oui, je suis là et je ne te cache pas, j'aimerais bien, je suis en ce moment en train de préparer un documentaire sur la trisomie 21. C'est des êtres à part, c'est des êtres extraordinaires. Donc j'en parle avec fierté. Oui. Et c'est ma fierté maintenant, Camille. Oui, alors, je vous souhaite bon courage justement pour votre documentaire. Alors un point aussi très important, le dépistage. Vous en parliez tout à l'heure, on est passé un peu rapidement dessus, mais c'est très important. Rappelez à quel point il est important de dépister ces enfants très tôt. Est-ce que ça arrive de ne pas pouvoir dépister certains enfants, parce qu'on a l'impression quand même que c'est visible à l'œil et ça peut être purement clinique. Mais est-ce que ça peut arriver de ne pas pouvoir justement les dépister ? Oui, c'est pas aussi simple. Alors le dépistage normalement devrait se faire in utero. Donc durant le premier trimestre, entre la 11e pendant la grossesse, premier trimestre de la grossesse, entre la 11e et la 14e semaine, normalement il y a une échographie qui se fait. Donc on recherche la clarté nucale. Donc il y a la clarté nucale. Il y a l'âge de la maman et il y a des facteurs sériques. Donc les marqueurs sériques devraient être dosés chez la maman. Et c'est à partir de ces 3 paramètres qu'on peut définir un risque d'avoir un enfant trisomique ou pas. Plus ce risque est élevé, plus on devrait passer au deuxième volet, au deuxième niveau de dépistage, qui est normalement la recherche du chromosome 21 dans l'ADN du fœtus, c'est-à-dire in utero, grâce à une amniosynthèse. Oui, mais malheureusement, ça ne se fait pas chez nous. Voilà, grâce à une amniosynthèse, examen des villosités choriales, qui se fait ailleurs, qui ne se fait pas chez nous. Ailleurs, ils sont passés à un examen non invasif qui se fait via le sang de la maman. On recherche l'ADN. On isole en fait le sang de l'enfant. Du bébé, du bébé qui est dans le sang de la maman. Et on recherche, est-ce qu'il y a ce chromosome 21 en plus ou pas. Donc ce dépistage se fait normalement in utero, chose qui ne se fait pas chez nous. Donc on fait un diagnostic pernatal. Oui. C'est ce qu'on fait. C'est quoi le but d'un diagnostic précoce ? Ça nous permet d'abord de traiter. Faire quoi ?
Oui. pour éviter les malformations, tout ce qu'elle a dit comme malformation. On donne de la vitamine B, on donne vraiment... Mais ça veut dire qu'on peut traiter déjà dès que le diagnostic est fait. Mais dans certains pays, on peut faire un avortement si c'est nécessaire. On peut le faire pendant la grossesse ou dès la naissance? Non, pendant la grossesse, on peut le faire, déjà. Et vous voyez que c'est important. C'est précoce, c'est extraordinaire. Voilà. Et à ce moment-là, l'annonce... Elle est quand même préparée. Oui, elle est préparée. On en parlait tout à l'heure justement avant ce direct. Voilà. Donc on peut traiter, on peut donner l'annonce, on peut travailler les parents avant déjà la naissance de l'enfant. Parce qu'on a tendance peut-être à dire à quoi ça sert de dépister ces enfants avant la naissance. De toutes les manières, on va les garder. Mais l'idée aussi, c'est de préparer ces parents. Oui. C'est ça qui est très important. C'est traiter et préparer. Oui, préparer les professionnels qui vont être en face de cette maman qui savoir l'état de l'enfant quand même. Oui, savoir quand même l'état de l'enfant. Parce qu'on donne des vitamines, on voit est-ce que le développement de l'enfant est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce qu'il y a des maladies qui vont être accompagnées avec le nouveau-né. Alors même les spécialistes, ils seront déjà avertis qu'il y a un cas, qu'il a des certaines complications. Avant la naissance. Avant la naissance. Alors même la maman, elle a le choix. C'est ça, elle a le choix. Elle n'est pas l'exigence. Moi, je pense qu'elle aura une grossesse perturbée. Ou bien au contraire, on pourra faire l'annonce pas à la maman, au papa peut-être. Parce que la maman, moi, je pense qu'elle a un côté psychologique. Je ne sais pas, professeur, comment vous L'idée peut-être, Nilda, c'est de proposer aussi un accompagnement à côté. Parfaitement. C'est-à-dire la maman ne devrait pas être seule. ne devrait pas être seule. Le temps. On a le temps parce que dès qu'on découvre, les premiers 3 mois, on a 6 mois. Les 6 mois, on peut traiter toutes les difficultés qu'il y a, psychologiques. La dépression. Mais on n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. Avec le dépistage, on n'est pas sûr, c'est pas du 100%. Exactement. Quand on a un risque, quand on a un risque, on n'est pas sûr à 100%. Il y a eu des faux positifs. Donc le diagnostic se fait en périnatal, on a un faciès particulier et le diagnostic après se fait par un cariotype qui se fait bien sûr quelques temps après. C'est pas une urgence, mais la prise en charge commence d'emblée par rapport aux somatiques, dépister, découvrir toutes les anomalies somatiques qu'il y a. Ici, on dit pourquoi on fait dépistage. Le rôle, c'est pour préparer. C'est pour préparer les parents, préparer les professionnels. On n'a pas dit pour savoir. On n'a pas dit pour dire que c'était sûrement un enfant. C'est pas sûrement. C'est pas sûrement. On dit. Ça nous donne le temps pour préparer. Pour moi, on ne doit pas perturber la maman. C'est une grossesse, c'est un événement extraordinaire. On ne doit pas perturber. Au contraire. Mais il y a beaucoup de mamans qui sont un peu dans le déni et qui sont aussi perturbées à leur accouchement. Moi, je suis d'accord. Oui, ça a été mon cas, mais j'ai surmonté. Ça, c'est idéalement. En tout cas, ça ne se fait pas malheureusement chez nous. On n'a pas encore les moyens. C'est triste de le dire qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens de dépister précocement la trisomie 21. Concrètement, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, docteur Choukri? Qu'est-ce qui se fait dans la prise en charge des enfants trisomiques? Alors aujourd'hui, vous êtes face à un couple de parents ou à une maman qui a un enfant trisomique. Qu'est-ce qu'on lui propose? Alors d'abord, j'explique ce que c'est que la trisomie. J'explique qu'est-ce qu'il y a comme différence somatique, comme risque. Ce qu'il y a actuellement, est-ce qu'il y a un problème cardiaque, un problème digestif, un problème endocrinien. J'explique l'intérêt d'un suivi régulier pour bien suivre le développement staturopondéral, le développement psychomoteur et guetter d'éventuelles complications et orienter de façon ciblée ses parents vers des spécialistes tels que l'orthophoniste, le psychomotricien, le psychologue pour apporter les besoins dont a cet enfant. Il a besoin d'apprendre, donc il peut avoir des troubles de l'oralité dès le jeune âge, ne pas savoir, ne pas bien avaler, ne pas bien mastiquer. Donc généralement, c'est quoi l'âge moyen vers lequel les enfants trisomiques vont marcher ou vont parler? Je parle de ces deux choses parce que c'est très important. La marche est retardée, d'accord, elle est retardée en général jusqu'à 2 ans et ça dépend du type de trisomie. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, la marche est retardée jusqu'à 2 ans, le langage peut être retardé jusqu'à 4-5 ans, mais
ça dépend du type de trisomie. Quand on a une forme avec une trisomie 21 libre, c'est un quotient intellectuel plus ou moins bas. Quand on a une forme mosaïque, oui. c'est un bon pronostic. Donc le cariotype peut nous aider pour voir dans quelle forme on est. Quand on est devant une forme mosaïque, il peut y avoir un quotient intellectuel normal ou un peu en dessous de la normale, donc avec un meilleur pronostic. Et là, on rassure les parents, on va leur dire, c'est vrai qu'il va y avoir un petit décalage, mais cet enfant a beaucoup de chances d'apprendre et d'acquérir toutes les acquisitions psychomotrices et cognitives que fait l'enfant normal. Voilà. Donc, ça rassure. Et ça les aide à pouvoir avancer avec le temps et avoir plus de force et de persévérance. Absolument. Voilà. Nilda, alors je rappelle qu'aujourd'hui votre fille écrit, arrive à lire également, ce qui est vraiment extraordinaire. Mais ça s'est passé comment pour vous? Ça a été difficile? Non, ça n'a pas été difficile. Je vous ai dit, dès qu'elle a été réceptionnée au niveau de l'association Alif École Temani, il y a eu un personnel, des instituteurs, institutrices très à cheval, à la tête Madame Hamada. Ils l'ont pris en charge et elle s'est épanouie. Elle fait du sport. Elle fait de la musique. Oui. Elle y est toujours, hein, elle y est toujours. Oui. Elle y est toujours. D'ailleurs, si on pouvait, si on pouvait cloner cette école au niveau national, ça aurait été génial, parce qu'il y a un suivi extraordinaire. Moi, j'avoue, elle a beaucoup avancé. Elle lit, elle écrit, elle vit. Elle a même des ambitions. Elle a envie de faire beaucoup de choses. Maintenant, elle a 18 ans. Et après, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle aura un métier? Mais j'aimerais bien que cette école ait les moyens de les accompagner au-delà. C'est là, on se bat. Maintenant, c'est un autre combat qui se livre. Vous pensez à quoi? Vous pensez à la formation, c'est-à-dire à la formation professionnelle? Oui. Pourquoi ne pas donner la chance à cette école et à d'autres écoles de pouvoir les former? Et c'est ce qu'elle essaie de faire. Il existe des formations pour ces enfants, mais peut-être qu'elles sont pas suffisantes. Mais écoutez, c'est-à-dire au même titre que les associations. Voilà. D'ailleurs, c'est des artistes, eux. Ils font tout ce qui est manuel. Oui. Ils sont là, ils dessinent. Votre fils aussi fait du macramé. Oui. Alors, nous, on a de la chance parce que même moi, mon fils, il est au niveau de l'école Temani depuis 2 ans de son âge. C'est une école à Cheraga. Oui, à Cheraga. Moi, on salue d'ailleurs au passage pour tout ce qu'ils font pour ces enfants. Alors, moi, il a rencontré Madame Hamada, mon enfant, à l'âge de 9 mois. Oui. Alors, à 9 mois, j'ai pris le petit comme ça, chez elle. Parce que la prise en charge doit commencer à Alors, moi, j'avais la chance, à 5 semaines. Moi, j'avais, la chance parce que, premièrement, j'avais le contact à Madame Hamada. J'avais l'orthophoniste Madame Guesmi. Elle a pris en charge l'enfant très, très, très bien. Parce que, dites-nous quelles sont les étapes. Alors, l'orthophoniste, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? La stimulation? Alors, le travail... Si on doit résumer le parcours de l'éducation de l'enfant trisomique. Alors, quand on sait, l'acceptation. Oui. C'est le plus important. L'acceptation, c'est après la psychologue. L'acceptation, oui. L'acceptation, alors ça dépend comment on annonce. Oui. Alors après l'annonce, c'est l'acceptation. Après, c'est les exercices psychomoteurs autant qu'en nourrissant. La psychomotricité. Mais si لازم حتى نوصلوا 1 an ولا 2 ans ولا 3 ans باش نبداو نخدموا avec l'enfant. Dès 5 semaines. Dès le plus jeune âge. Dès la naissance presque. Dès la naissance, ou là, dès qu'on sait que c'est un enfant en difficulté d'apprentissage ou là, un cas... C'est-à-dire quel genre d'exercice, par exemple? Alors, c'est la stimulation. Auditif. Donc, tous les muscles doivent être alors, auditif. D'abord, c'est la motricité globale. Pour qu'ils puissent marcher. D'abord, c'est les enfants problèmes de tonicité musculaire, c'est ça? De tonus. Ils ont une hypotonie. D'abord, donc il faut travailler le tonus. Donc, travailler le tonus, travailler la préhension manuelle, donc tout ce qui est motricité globale, travailler l'accommodation, donc l'accommodation œil et main, travailler la psychomotricité fine. Tout ça, c'est le travail du psychomotricien. D'accord. Alors, moi, personnellement, dans mon cas, il n'y avait pas... On a peu de psychomotriciens. Oui, il n'y avait pas. Alors, j'ai fait mes recherches et j'ai fait les exercices psychomoteurs à la maison.
Oui. C'est ça. Les parents. Alors, Ça, c'est important. Hein. alors c'est ça. C'est aussi bien. Ça, c'est très important parce que voilà, pour dire aux parents qu'il ne faut pas s'arrêter Attendre. au frein, justement, de ne pas trouver des N'attendez pas spécialistes. les trisomiques ou là, les enfants en difficulté. C'est nous qu'on يسموها la stimulation. D'accord, On C'est les stimule jeux, l'enfant en fait. avec des jeux, Jouer avec avec des l'enfant. exercices, pour améliorer Un travail premièrement le retard. On diminue le retard. La psychomotricité, on travaille les muscles. Oui. Alors moi, j'avais la chance d'avoir Madame Gasmi pour l'orthophoniste Orthophonie. et il y avait un psychologue. Après, ça c'était à l'école, Madame Hameda. Alors mon enfant était scolarisé à l'âge de 2 ans et demi. Il a commencé 2 ans et demi. Très tôt. Oui, 2 ans et demi, il a commencé parce qu'il avait déjà acquis certaines choses À la maison. à la maison avec la psychologue, avec l'orthophoniste et tout. Après, il est jusqu'à maintenant chez l'école Tamani. Maintenant, il a terminé la scolarisation. Il a fait le PC, le Word et l'Excel et tout, Oui, c'est parce qu'ils Ils font font des des formations. bureautiques. Oui, oui. Et il a commencé à faire le macramé parce que c'est un garçon, parce qu'il veut faire des choses manuelles, parce qu'il veut des choses concrètes, voir avec les yeux. Alors le macramé, c'est un remède psychomoteur. Une évasion. Absolument. Médiation. Oui. Alors c'est une C'est la façon- motricité fine déjà parce au que travail, on a- comme disait maintenant mon fils il Dr. Chokri. est adolescent. Alors les hormones adolescents normales, c'est difficile. Oui. Alors Ouais, avec c'est un notre- enfant en c'est difficulté notre trisomique plus hormones d'adolescent, c'est la fête. Oui, ça doit être compliqué. Alors le à macramé gérer. c'est un remède. Oui, ça le calme. Oui, le macramé c'est un remède. Oui. Plus le sport bien sûr. Professeur Kacha, il faut dire aussi peut-être aux parents qui nous regardent que quand on parle d'accompagnement de ces enfants, on ne cherche pas à guérir ces enfants. oui. On cherche à les accompagner pour qu'ils aient une autonomie. Oui. À les C'est accepter. pour- Jusqu'à ça. jusqu'où pourront aller ces enfants justement dans l'autonomie? Parce qu'aujourd'hui, on voit, grâce à Internet, des enfants dans d'autres pays, par exemple, qui vont vivre seuls, qui vont se marier. Jusqu'où peut aller l'autonomie d'un trisomique? En fait, il y a des milliers, en Algérie, il y a des milliers de trisomiques. Il y en a probablement Ouais. 15 000 à 20 000. Oui. Voilà. Dans les 20 000, il y aura probablement une grande partie qui peut évoluer. Oui. Et on a parlé de personnes qui arrivent jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans, avec 80 ans. des possibilités d'avoir sa place sociale. Oui. Avec un peu de conformisme, hein, parce que ce sont des gens qui répètent ce qu'ils ont vu avec... Absolument. Oui, d'une Ils manière... copient une bonne un peu, idée. voilà. Ils sont conformistes, Ils ont une bonne mais idée. ils s'adaptent d'une manière absolument impeccable. Eh ben, voilà un enfant qui a été scolarisé, qui veut apprendre après l'arabe le français, etc. D'autres auront probablement un apprentissage psychomoteur et ils n'auront pas un développement intellectuel important. D'ailleurs. Voilà. Chacun va vraiment... Oui, Pardon. Terminé, professeur. voilà. Non, simplement, on s'adapte C'est varié. au niveau de possibilité de chacun des enfants. Les Vous voyez. trisomiques qui sont pas, sont pas copier-coller. Chaque trisomique, il a une personnalité, il a un caractère. C'est une personne. Il faut C'est comme les personnes considérer- neurotypiques, tout simplement, Il faut on considérer est un différents. trisomique comme une personne. Absolument. Ça veut dire il a la différence qu'il a avec d'autres. Absolument. Nilda? D'ailleurs, ils imitent carrément. D'ailleurs, elle imite sa sœur. Oui. Sa sœur parle anglais. Ça peut être un avantage, hein, le fait Elle d'avoir des essaye frères et de sœurs. parler anglais. Sa sœur parle le français. Elle essaye de parler le. Elle l'imite même. Elle y arrive? Oui, oui. Elle l'imite. Parfois, Mélissa, elle est énervée. Elle lui dit ne m'imite pas en tout, mais c'est son idole. Oui. Sa sœur est son idole. Et Ça l'a ce qui- beaucoup aidé. Ça et vous a beaucoup aidé. Mélissa aide beaucoup sa sœur. Elle l'aide énormément et ça nous aide aussi. Elles sont complices. Oui. Et aussi, ils sont très affectueux, les trisomiques. Oui. Elle a 2 chats à la maison. Il faut voir la manière dont elle s'occupe de ces chats. Mais c'est extraordinaire. Donc, ils ont un potentiel, un grand amour à nous offrir.
Je vous assure que pour moi, je trouve mon réconfort auprès d'elle, sincèrement. Oui. Quand je rentre du monde extérieur, je suis dans son univers et c'est magique. Oui, Oui, Docteur c'est Chefri, ça, oui. c'est un avantage d'avoir d'autres frères et sœurs, justement, Oui, parce que ces enfants ont tendance à copier. Parce qu'ils ont justement une sociabilité qui est très bonne, malgré qu'elle soit un peu immature, mais ils ont un niveau de sociabilité qui est très important. Ces enfants, par rapport à la scolarité, il y a ceux qui peuvent être scolarisés dans une classe normale, quand ils ont un quotient intellectuel. C'est une bonne chose, selon vous? Bien sûr. La classe normale? Classe normale pour un enfant trisomique, avec un quotient intellectuel presque normal, près de la normale, un peu en dessous. C'est des enfants qui ont un peu une lenteur dans les apprentissages, mais ils vont apprendre. C'est-à-dire que si un enfant neurotypique apprend, elle apprend une nouvelle notion dans 5 minutes, il lui faudra 5 jours, c'est tout. Donc, dans les 5 jours, il va l'apprendre. Donc, c'est des enfants qui vont avoir une lenteur dans les apprentissages, mais ils vont apprendre. Donc, il y a des trisomiques qui peuvent être scolarisés dans une classe normale, avec une auxiliaire de vie scolaire ou sans auxiliaire, selon le cas, selon le quotient intellectuel. Il y a ceux qui vont aller dans des centres, dans des classes spéciales, donc classes spéciales dans une école normale ou dans un centre. Donc ça dépend du quotient intellectuel. L'important, c'est d'arriver à une autonomie. Absolument. On termine justement sur ça. Professeur Kacha, en voulant peut-être bien faire, parfois certains parents, c'est le cas de tous les parents, de toutes les manières, encore plus quand on a peut-être des enfants avec des difficultés, est-ce qu'on a raison de vouloir les surprotéger, ces enfants? On les surprotège de toute façon. Parce qu'on s'identifie à eux. Et on les aime énormément. Je crois que vraiment, il y a un exemple magnifique. Vous voyez comment elle aime sa fille. C'est un exemple, en fait, que tout le monde devrait avoir. C'est un amour infini. Voilà. Mais grâce à cet amour, cet enfant va évoluer. Il arrivera un moment où il faut se séparer. Il faut laisser là-bas la place au papa. Parce que très souvent, le papa laisse un peu la maman avec son enfant. Et la maman s'écroule parce qu'elle a en même temps le ménage, en même temps les autres enfants et en même temps l'enfant trisomique. C'est quand même un peu trop lourd. Et il y a un moment où le papa devrait s'occuper un peu plus de l'enfant. Donc la difficulté, c'est que la maman s'écroule parce que le papa reste en dehors de la prise en charge. Des fois, les mamans rejette le papa aussi. Hein. Moi, je connais, moi, je m'occupe, etc. Voilà, donc il y a de quoi. On a du mal à déléguer. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Cette émission est à présent terminée. J'espère qu'on a pu, en tout cas, informer les personnes concernées par ce sujet. Merci de nous suivre chaque lundi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.